Voilà, bon. Bah écoutez, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette session sur les solutions last minute pour partir étudier à l'étranger cette année encore. Je m'appelle Marc, je suis le fondateur de Study Experience et puis je suis accompagné aujourd'hui par Catherine Papin. Euh, Bonsoir. voilà. Bonsoir Catherine qui nous vient d'Irlande, de Griffith College à Dublin, mais qui est francophone, enfin qui est française, d'ailleurs, pour être plus Pas précis. vraiment, mais c'est pas grave. Pas Je vraiment, par- pardon. je parle français. Euh, Alors, bah écoutez, pour commencer, je me présente rapidement, enfin en tout cas la structure Study Experience. Pour ceux qui ne connaissent pas, on existe depuis 2009 et notre métier, c'est d'accompagner au quotidien les étudiants et leurs parents qui ont un projet d'études à l'étranger, un petit peu partout dans le monde. Après, c'est vrai on se spécialise vraiment sur les programmes anglophones à l'étranger, donc dans les pays anglo-saxons évidemment, mais pas que, en Europe en Asie, voilà, partout on peut trouver des programmes qui sont délivrés en anglais. Et l'idée, c'est de pouvoir vous accompagner depuis l'orientation initiale, donc vous aider à choisir les destinations, les universités, et puis jusqu'à votre installation sur place, en passant évidemment par la constitution des candidatures dans de bonnes conditions. Euh, Ce qui est important chez Study Experience, c'est la philosophie du best fit. Alors, le best fit, c'est quoi? C'est cette idée euh, d'aller chercher des universités qui vous correspondent le plus possible, en fait. Pas de se limiter nécessairement uniquement au classement ou à la notoriété d'une marque ou d'un nom, mais vraiment d'aller chercher tous les éléments qui vont faire que vous serez dans de bonnes conditions pour étudier et pour réussir surtout, parce que généralement, quand on est bien, quand on est dans un programme qui vous correspond, dans un environnement qui vous correspond, dans des conditions qui vous conviennent, ben, voilà, ça vous permet de faciliter quand même les études, d'en profiter davantage et puis de mieux réussir par la suite. En tout cas, c'est notre conviction. Voilà. Donc ce soir, nous allons voir différentes choses. Euh, Parler brièvement, voilà, déjà de pourquoi partir étudier à l'étranger, si c'est une question que vous vous posez aujourd'hui, peut-être que vous hésitez, peut-être que voilà, vous avez des options en France ou pas, et que vous dites peut-être qu'à l'international, ça pourrait être pas mal aussi. Donc, on va passer ça en revue. Vous parlez ensuite de manière concrète des solutions qui existent encore, qui sont encore concrètement ouvertes pour la rentrée de septembre 2026, éventuellement aussi pour janvier 2027. On parlera de comment lancer tout ça, comment faire les démarches. Et puis tout au long, on parlera aussi de Griffith College, qui propose toutes sortes de choses. Donc ça, c'est Catherine, voilà, qui pourra vous présenter les différents programmes proposés à Griffith en Irlande et qui certainement pourront en intéresser plus d'un, j'en suis sûr. Euh, voilà. Donc déjà, la grande question, pourquoi partir étudier à l'étranger? On va commencer par là. Euh, Catherine, en fait, est-ce que tu vois les petites têtes dans l'écran? Il y a une partie de mon écran qui est cachée ou pas? Non, non, je vois tout. Pas. On voit tout? Parfait. Oui, oui. On voit tout le fichier. Euh, Oui, oui, oui. bon. Euh, Première chose, ben déjà, pourquoi partir étudier à l'étranger? C'est l'opportunité déjà d'aller découvrir autre chose, de sortir de votre zone de confort, d'aller découvrir une nouvelle culture, de maîtriser plusieurs langues. Et c'est vrai que ce sont des qualités qui sont très recherchées aujourd'hui sur le marché de l'emploi, au-delà des études et des diplômes que vous allez valider. Le fait d'acquérir des compétences transversales. Euh, Vont faciliter un petit peu votre recherche d'emploi par la suite. Si vous êtes assez indépendant, si vous prenez des initiatives, si vous pouvez prouver grâce à un parcours à l'étranger que vous êtes à l'aise dans différents environnements, différentes cultures, c'est quelque chose qui peut énormément vous aider, au-delà du fait que ça puisse aussi représenter pour vous une très belle expérience et quelque chose voilà, que vous allez garder à vie dans votre mémoire. Donc, c'est quand même une opportunité qui est sympa. Quand on part à l'étranger, ben, forcément, c'est différent. Donc, on apprend aussi différemment. L'enseignement n'est pas proposé de la même manière. Euh, les universités, les écoles ne sont pas organisées de la même manière.
Et donc pour certains, c'est une opportunité aussi, parce que voilà, le système français est ce qu'il est. Il est très bien pour certains étudiants, moins bien pour d'autres. En tout cas, si vous vous reconnaissez pas trop dans ce système dans lequel vous êtes aujourd'hui, bah, c'est vrai que à l'étranger, ben, vous pouvez découvrir d'autres manières de faire. Ce qu'on trouve beaucoup dans le monde anglo-saxon et puis plus largement dans les cursus anglophones à l'étranger, c'est la notion de la pédagogie inversée. Et ça, on connaît beaucoup moins en France. C'est cette idée, finalement, d'arriver en cours préparé, en fait. Les cours servent à approfondir un sujet, pas nécessairement à vous fournir toutes les bases, puisqu'on estime que toutes les bases, vous pouvez les acquérir vous-même en lisant, en faisant de la recherche, euh, en amont, en fait. Donc, on va vous donner évidemment tous les éléments pour pouvoir faire cette recherche-là en amont. Et les cours servent derrière à approfondir vos connaissances et à vérifier que vous les avez bien maîtrisées. Et donc ça implique forcément ben, des cours un peu plus interactifs. On échange énormément dans ces cultures-là. Enfin, souvent des petits groupes. On incite énormément de travail à plusieurs. Les profs sont très ouverts à la discussion, au débat. Et donc voilà, ça peut pas mal plaire. Le revers de la médaille, c'est que souvent dans ces systèmes-là, vous avez un peu moins d'heures de cours. Donc si je compare avec le système français des prépas, par exemple, où on peut s'attendre à des dizaines d'heures de cours par semaine, peut-être 30, 40 heures de cours par semaine, plus tout le travail que vous devez fournir à la maison. Euh, Bah, au Royaume-Uni, en Irlande ou en Espagne, bah, souvent ça va être aller entre 15, 20 heures de cours par semaine max. Euh, Ce qui peut paraître peu, mais ça ne veut pas dire qu'on ne bosse pas. Ça veut dire que le temps est organisé différemment. Donc vous avez pas mal de choses à faire de manière indépendante en amont. Et puis, ça vous laisse aussi, malgré tout, du temps pour faire d'autres choses, en fait, pour mener une activité extrascolaire, pour faire un job ou des choses comme ça. Voilà. Euh, les études à l'étranger, ça peut vous intéresser aussi, bah, du coup, en ce moment, puisque si vous n'avez pas forcément obtenu ce que vous recherchiez sur Parcoursup ou dans mon master, ben, on a pas mal d'alternatives à l'étranger qui existent. Et donc ça peut aussi vous motiver à explorer cette piste-là. Et c'est justement ce dont on va parler euh, aujourd'hui. Euh, Ce que vous allez trouver aussi à l'étranger beaucoup, c'est les campus universitaires. Et là, je vais laisser Catherine vous présenter son campus de Griffith College parce qu'il est quand même assez chouette, si tu veux bien. Oui, avec plaisir. Euh, eh bien, bonjour à nouveau. Effectivement, quand on parle de partir à l'étranger, il y a plusieurs façons de partir. Souvent, les étudiants, quand ils ne partent que pour un an, vont partir avec un organisme, mais je ne pense pas que ce soit toujours la meilleure solution. Un organisme où, si vous voulez, vous avez des cours, où vous êtes entre français, etc. Je sais que j'ai eu des étudiants qui m'ont dit ça et je trouve que c'est pas forcément la meilleure façon. Que vous partiez pour une année, pour un semestre ou pour toutes vos études, l'énorme avantage que vous offre Griffith, c'est de vous plonger dans le monde universitaire avant même de commencer comment dirais-je, votre cursus universitaire. C'est-à-dire que vous sortez de votre baccalauréat, vous êtes un peu timide, vous n'avez pas vu grand-chose. Vous arrivez que ce soit pour faire enfin, on parlera plus tard des différents programmes, mais nous avons des programmes qui durent un an, mais que ce soit un an ou 3 ans ou 5 ans, vous êtes vraiment dans un monde universitaire. Nous sommes une université privée, ce qui veut dire que nous sommes d'abord très à l'écoute de nos étudiants. Les professeurs connaissent le nom de leurs élèves et quand vous êtes en cours, on va s'adresser à vous comme Catherine, Marc, etc. et pas comme lambda. Donc, comme disait Marc, ce sont des petites classes de 15, de 20 maximum. Et donc, vous êtes vraiment dans un milieu, vous êtes bien entouré. Donc, vous sortez quand même de votre zone de confort, vous sortez de votre milieu naturel,
mais vous entrez dans un milieu qui n'est pas forcément, qui n'est pas agressif. Parce que le problème des grandes universités publiques ou c'est que vous êtes un peu noyé dans un océan d'étudiants et ça peut être très frustrant et très stressant, surtout lorsque vous n'êtes pas dans votre pays d'origine, c'est-à-dire que votre langue maternelle n'étant pas l'anglais. Donc, c'est une façon, je dirais, civilisée d'intégrer le monde universitaire. Et comme vous voyez sur la photo, vous avez tout sur place. C'est-à-dire que c'est un campus où vous avez le green où les étudiants vont s'installer pour papeter après les cours, etc. À l'arrière, vous avez les chambres, les appartements. Donc, vous vivez vraiment sur le campus 24 heures sur 24. Vous n'êtes pas enfermé, bien évidemment. Vous pouvez sortir, mais vous pouvez aller à la librairie si vous le souhaitez. Vous avez un restaurant universitaire. Et ce qui n'est pas négligeable, nous avons à peu près 120 nationalités sur le campus. Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que, outre le côté académique qui est très fort, qui est très bon, eh bien, vous avez aussi le côté multiculturel qui va vous aider dans votre vie future parce que je pense que de côtoyer des cultures complètement différentes, ça va vous aider si vous rentrez dans le domaine du business, vous n'allez pas parler de la même façon à une personne qui vient de Chine, comme vous parlerez à quelqu'un qui vient d'Afrique, parce que les coutumes, les mœurs ne sont pas les mêmes. Et donc, de savoir vous adapter, c'est un vrai, vrai plus. Et vous allez devenir autonome. Moi, je travaille beaucoup avec les grandes écoles et ils me disent tous, les étudiants qui ont fait 1 an à l'étranger, qui arrivent en grande école, c'est du pain béni. Parce que vous êtes beaucoup plus autonome, vous savez travailler, parce qu'on vous apprend à travailler, vous savez travailler, vous êtes indépendant et vous êtes beaucoup plus mûr. Vous sortez du baccalauréat, vous arrivez en grande école, voilà, vous êtes encore presque à l'école. Là, vous avez une année pour grandir, pour devenir quelqu'un de vraiment autonome, de gérer votre temps. Comme disait Marc, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'heures de cours, enfin, tout dépend du programme que vous allez suivre, mais on vous apprend à travailler et ça, c'est très, très important. Et je pense que en France, malheureusement, on n'a pas toujours cette opportunité de bien vous apprendre à gérer votre temps et vraiment vous préparer pour le cycle universitaire. Donc, à tous les points de vue, partir à l'étranger pendant 1 an, c'est vraiment un bénéfice. Si vous pouvez le faire, ça vaut vraiment la peine de le faire. Et vous allez devenir complètement bilingue, évidemment. Et ça également, c'est un énorme plus parce que souvent, j'ai des étudiants qui se disent, oh, mais non, mais on va partir, on va d'abord faire nos études et puis après, on partira. Oui, mais après, vous avez fini votre bachelor, votre master, vous avez envie de travailler, vous avez envie de gagner de l'argent, vous n'avez plus envie de passer 1 an ailleurs, alors que là, au début de votre carrière universitaire, c'est vraiment le moment rêvé pour apprendre une langue. Et par exemple, une de mes filles, elle parlait plusieurs langues et on est venu la chercher, pas parce que pour ses résultats scolaires, bon, qui n'étaient pas mauvais, mais parce qu'elle parlait plusieurs langues. Et ça, c'est un vrai plus dans la vie. Plus vous allez avoir de langues et plus vous allez avoir d'options, même si vous avez un très bon cursus. Le fait de parler des langues, c'est vraiment, 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 c'est un must. Avant, c'était bien de parler plusieurs langues. Maintenant, c'est indispensable. J'ai une étudiante qui travaillait au Bristol. Et elle m'avait dit, oh non, non, mais moi, je vais rester, je suis en stage, mais ils vont me garder. Ils ne l'ont pas gardé, ils lui ont dit, vous n'avez pas une envergure internationale et vous ne parlez pas assez de langues. Alors que c'est facile, si vous parlez 3 langues, 4 langues, on va vous apprendre sur le tas à être, je ne sais pas, enfin, à faire un métier. Pas tous les métiers, évidemment, s'apprennent sur le tas. C'est évident que si vous voulez être chirurgien, ça ne va pas s'apprendre sur le tas. Mais en revanche, il y a beaucoup de métiers. Les personnes préfèrent prendre quelqu'un qui parle des langues et leur apprendre sur le terrain dans l'entreprise que le contraire, c'est d'avoir quelqu'un bardé de diplômes mais qui ne parle pas plusieurs langues. Alors, quand c'est d'un milieu évidemment indispensable. Donc, c'est vraiment, il faut penser à tout ça lorsque vous débutez votre cursus
universitaire, votre troisième cycle. Et si vous avez l'opportunité de le faire, je vous invite vraiment à y réfléchir très, très sérieusement. Surtout que à Griffith, nous avons beaucoup de solutions pour tout un, enfin on en parlera plus tard, mais pour tous les étudiants, qu'ils soient bacheliers, pas bacheliers, qu'ils veuillent faire toutes leurs études à l'étranger, qu'ils veuillent faire juste une partie. Donc, on a vraiment des solutions adaptées à tous les étudiants. Voilà. Top. Merci Catherine. On arrive au bout. Je suis désolée, je suis Non. bavarde. Il n'y a, y a pas de souci. Euh, on va commencer à passer justement en revue quelles sont les options du coup qui existent encore aujourd'hui pour la rentrée prochaine. Euh, la région la plus évidente, la plus facile à organiser encore aujourd'hui pour septembre, ce sont les pays de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que en tant qu'Européen, vous n'avez pas besoin de visa, donc ça va déjà raccourcir les délais administratifs qui peuvent être liés à ça. Euh, de nombreuses universités, alors pas toutes, hein, je ne suis pas en train de donner un discours comme quoi toutes les universités européennes recrutent encore des étudiants. On sait que certaines écoles très sélectives ont clôturé leur cycle de recrutement, donc voilà, tout n'est pas possible. Mais il y a quand même beaucoup d'opportunités ouvertes en Irlande, comme on va le voir par exemple avec Griffith College, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en République tchèque. Tout ça, et dans d'autres pays, hein, c'était juste quelques exemples que je vous citais. Mais dans tous ces pays, on va trouver du coup des programmes qui sont délivrés en anglais à 100%. Les inscriptions typiquement sont assez rapides. Ça dépend un petit peu des universités, mais généralement, on s'en sort plutôt bien. Donc, c'est des dossiers assez rapides à constituer, surtout maintenant que vous avez le bac, en tout cas pour ce bac ou la licence en poche selon votre niveau d'études. Mais maintenant que vous avez le bac en poche, ça facilite les choses puisque les universités qui recrutent savent que voilà, vous avez validé votre diplôme de fin d'année et elles peuvent voir vos notes. Donc ça accélère forcément le processus. Euh, les frais de scolarité en Europe, dans l'Union européenne, du moins, en principe, sont assez réduits. Il y a des exceptions, comme toujours, mais dans la majorité des cas, les Européens payent moins cher les études en Europe. Et ça, c'est un gros plus quand même, hein. On trouve beaucoup de formations qui vont se situer au bas mot aux alentours des 2 000 à 3 000 euros pour l'année et peut-être jusqu'à 10 000 euros maximum. En Europe, généralement, on est dans cette fourchette-là. Après, il peut y avoir des formations plus onéreuses quand même, peut-être qui se situent entre 10 et 20 000 du coup, mais ce n'est pas la majorité. Je dirais que voilà, pour l'essentiel, on se situe en dessous des 10 000 euros, donc ça, c'est quand même assez attractif. C'est le cas notamment de l'Irlande. On creuse un petit peu aujourd'hui. Au niveau des filières, je vous dirais que tout est encore open en Europe, euh, plus ou moins sans exception. Même la santé, qui est un domaine très demandé et, sur lequel on a l'habitude de gérer pas mal de dossiers pour médecine, pour dentaire, kiné, des formations comme ça. Même sur ces filières-là, on trouve des options encore ouvertes et intéressantes en Europe du Sud, beaucoup en Europe centrale, en Europe de l'Est, en Europe du Nord, des pays comme la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie. Vous allez y trouver vraiment de très belles formations, toutes délivrées en anglais à 100%. C'est des pays qu'on a peut-être moins l'habitude d'entendre, mais vous allez, enfin, qui se sont quand même beaucoup développés depuis quelques années et qui proposent aujourd'hui des formations vraiment qualitatives avec un environnement qui est bien pensé, notamment pour l'accueil des étudiants étrangers, qui vous permettent voilà, d'accéder à toutes sortes de choses sympas. Petite parenthèse santé, c'est vrai que pour ceux éventuellement qui envisageraient cette filière-là, euh, l'Union européenne s'impose un petit peu par défaut parce que il va falloir être attentif à la reconnaissance du diplôme euh, pour pouvoir exercer en France éventuellement derrière par la suite. Hein, si vous arrivez à faire médecine aux États-Unis, c'est très chouette, mais si vous voulez revenir en France derrière, il y aura des équivalences à passer qui sont un petit peu compliquées.
Euh, Si vous partez en Lituanie faire des études de médecine, vous pouvez ensuite exercer en France sans aucun problème. C'est pour cette raison-là que l'Union européenne est privilégiée en principe. Euh, et en parlant de programmes plus spécifiquement, Catherine, je ne sais pas si tu voulais parler un petit peu des programmes. Alors là, pour le coup, du niveau bachelor, me semble-t-il, Oui. à Griffith. Oui, tout à fait. Alors, nous avons beaucoup de programmes, comme vous pouvez le voir, qui passent de tout ce qui est business. Et quand on dit business, on couvre aussi bien le marketing que la comptabilité, que le tourisme. On met un peu dans business, on met un petit peu tout, tout. Et business, évidemment, business international. Nous avons aussi une faculté d'architecture d'intérieur et de mode. Ça paraît surprenant parce qu'on ne pense pas forcément, quand on a envie d'étudier le design ou la mode, on ne pense pas forcément, on pense plutôt Paris ou Londres, mais on vient de finir on a eu la dernière présentation et ça a très très bien marché. On a beaucoup de nos étudiants qui effectivement travaillent maintenant à Londres ou à Paris, etc. Donc c'est vraiment un de nos points forts à Griffith. Nous avons également évidemment tout ce qui est journalisme et communication, médias, euh, tout ce qui est informatique. Ça, c'est le troisième la grosse faculté. Et puis après, droit. Alors droit, je ne, je ne le conseille pas forcément au niveau bachelor parce que c'est du droit irlandais. En revanche, c'est très très intéressant au niveau master parce que pour faire du droit international. Donc là, on n'en parle plus. Tous les programmes, nous sommes très, ce qu'on appelle career focus. Donc on veut vraiment que nos étudiants, en partant, aient un bon job et on travaille de très près avec toutes les industries, ce qui veut dire que les hôtels, que les entreprises qui sont en Irlande viennent chercher nos étudiants. C'est ce qui est arrivé à ma fille. Elle n'a pas voulu faire son master parce qu'on est venu la chercher à la sortie de son bachelor. Elle a regretté après, elle a fait un master. Mais pour vous dire, si vous avez envie de travailler après votre bachelor, c'est tout à fait envisageable. Et comme vous le savez, nous avons en Irlande toutes les grandes entreprises. Et donc, la possibilité de trouver un emploi, même si c'est pour un an ou 2 ans, avant de revenir en France, c'est tout à fait possible et des emplois qui sont très bien rémunérés. Donc ça, c'est également une des raisons pour lesquelles on a beaucoup d'étudiants internationaux, c'est pour pouvoir ensuite travailler à l'international. Par exemple, vous avez envie d'aller travailler pour Google au Canada ou aux États-Unis, c'est évident que de commencer à Google Dublin, vous allez vous en servir comme d'un tremplin pour ensuite partir aux États-Unis. Donc, c'est vraiment la possibilité de s'ouvrir à l'international si vous avez envie de travailler à l'international. Mais même si vous avez envie de revenir en France, parce que c'est évident que sur votre CV, d'avoir un diplôme d'une université anglaise ou irlandaise, enfin de langue anglaise, c'est un énorme plus parce que si vous êtes en compétition avec d'autres personnes qui ont un diplôme franco-français, la personne qui recrute voit que vous êtes sorti de votre zone de confort, que vous avez étudié à l'étranger, que donc vous parlez parfaitement la langue, c'est évident que ça va vous donner un énorme plus et va booster votre CV. Si la personne qui veut vous employer vous dit ah ben tiens on va continuer en anglais parce que c'est quelqu'un de et que vous soyez capable de dire yes of course let's keep on in English, c'est évident. Alors que si vous êtes déjà un peu impressionné parce que c'est votre premier boulot, etc., si vous ne maîtrisez pas totalement la langue, vous allez être complètement perdu. Donc c'est super important à tous les niveaux. Voilà. Donc, tous les programmes, s'il y en a certains, je ne vais pas m'étaler dessus là parce que je veux pas que ça dure trop longtemps, mais si certains d'entre vous sont intéressés par un des programmes, je serais ravie de m'y plonger un peu plus de façon plus pertinente avec vous. Et vous pouvez d'ailleurs poser vos questions. Je ne l'ai pas précisé, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On ne les voit pas forcément en direct parce qu'on a le plein écran, mais on aura une question, une session questions-réponses à la fin, donc on pourra vous répondre en direct sans problème. Pour accéder, Catherine, à ces bachelors,
Faut valider le bac. Alors, il faut valider le bac, mais j'ai une solution de secours. On en parlera après pour ceux qui Ouais. n'auront pas le bac. Et Mais avec oui, une il note en faut. particulier au bac ou pas? Comment? Avec une Alors, note particulière au bac? alors oui, il faut un minimum, mais je crois que c'est 12 de mémoire. Mais de toute façon, et c'est ce qui est important, surtout que vous ayez un niveau correct d'anglais, puisque tous les cours sont en anglais. Et je parlais hier avec un de mes partenaires d'une grande école, et elle me disait, oui, on a tous nos cours. Il faut bien comprendre que un cours quand on vous dit dans une école, ah ben, nous, nos cours sont en anglais, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que le professeur va s'arrêter toutes les 3 minutes et dire est-ce que tout le monde a bien compris et va reprendre en français si quelqu'un n'a pas compris. Alors que là, vous êtes dans un environnement anglophone, il faut que vous compreniez. Donc, on est plus que les résultats du baccalauréat, on est très à cheval sur votre niveau d'anglais, mais on peut vous y préparer si vous n'avez pas complètement Je le crois qu'il y niveau. a un test pour Oui, bien sûr, vous avez un test d'anglais pour un voir test d'anglais si pour effectivement vérifier. Ouais. vous êtes à l'aise. Ça fait très longtemps que je travaille avec Griffith et je me souviens le président, un jour je lui avais dit, mais vous n'êtes pas trop à cheval sur les résultats. Il m'a dit non, parce que moi j'ai des enfants, ils ont trouvé leur vocation après le Living après le baccalauréat. Et c'est vrai que souvent les enfants n'ont pas forcément des bons résultats jusqu'au jour où ils trouvent leur vocation et là, ils deviennent très bons. Donc, on donne le bénéfice du doute aux étudiants qui n'ont pas eu des résultats mirobolants au baccalauréat. En revanche, on ne fait pas de concession sur l'anglais parce que ça, c'est pour que vous soyez à l'aise dans vos études parce que évidemment, si vous ne comprenez pas, au bout d'une semaine, vous allez décrocher. Mm. C'est normal. On va continuer notre petit parcours des options possibles en parlant des voisins que les Irlandais détestent, les Britanniques. Je suis désolé, Catherine. Non, non, je me bouche les Mais oreilles. au Royaume-Uni, vous avez quand même de belles options, hein. Il y a une idée arrêtée comme quoi passer le 15 janvier, enfin une idée reçue plutôt, que passer le 15 janvier, le Royaume-Uni, c'est plus possible d'y postuler. C'est complètement faux. On peut continuer à y postuler vraiment tardivement. Et puis pendant l'été, il y a enfin une procédure qui se met en place qui s'appelle le clearing. Et le clearing, c'est quoi? En fait, ça consiste à toutes les universités britanniques vont remettre sur le marché les places qui leur restent, en fait, tout simplement. Après avoir traité les résultats d'examen des uns et des autres, puisque parfois des étudiants ont des offres pour des universités, ils remplissent pas les conditions et donc du coup, bah, leur place, elle n'est pas prise. Ou vous avez des étudiants aussi qui changent d'avis, qui sont admis à l'université et qui finalement restent en France, par exemple, ou vont ailleurs. Et ce qui fait que ben, pendant l'été, il y a plein d'options en fait dans plein d'universités, dont certaines des plus prestigieuses, qui reviennent sur le marché. Et donc c'est possible d'y postuler en juillet et août. Au niveau master, là, il n'y a pas de processus spécifique, mais au niveau master, il y a pas, à aucun moment il y a vraiment de deadline, sauf quelques exceptions, quelques rares exceptions. Mais au niveau master, de manière générale, on fonctionne avec ce qu'on appelle les rolling admissions, ce qui veut dire que tant qu'il reste des places, on accepte des candidatures. Et en principe, il reste des places vraiment jusqu'au dernier moment. Par contre, au Royaume-Uni, si vous visez la santé, c'est pas là qu'il faut aller, hein. Les filières type médecine, dentaire et tout ça, c'est là pour le coup, il y a des deadlines stricts qu'on a largement dépassé. C'était le 15 octobre de l'année dernière. Et là, il n'y a pas de place. Donc, pour en tout cas cette filière-là, c'est pas envisageable. Mais pour tout le reste, aucun problème. Pour le commerce, pour l'ingénierie, pour le journaliste, la politique, la communication, l'informatique, tout ce qui peut vous intéresser, on peut vous aider à trouver ça au Royaume-Uni. Euh, Peut-être juste être vigilant quand même sur la question du visa, puisqu'aujourd'hui, dans un monde post-Brexit, pour aller étudier au Royaume-Uni, vous ne pouvez pas juste y aller comme ça, il faut obtenir un visa, et il y a quand même un petit délai du coup qui s'ajoute à cause de ça. Dans mon expérience, ça va quand même assez vite,
Mais c'est vrai qu'on peut plus se permettre de postuler 5 jours avant la rentrée, comme ce fut le cas pour moi avec certains étudiants parfois avant le Brexit. Mais aujourd'hui, voilà, il faut quand même anticiper. Et je dirais que pour être confortable, c'est bien de postuler voilà, avant la mi-août, dernier carat, quoi, pour être totalement tranquille là-dessus. Euh, alors après, ce que j'ajouterais aussi, parce que là, évidemment, on n'a pas le temps ce soir de rentrer dans le détail, de présenter les différentes universités individuellement et les différents programmes. Euh, donc, enfin, il faut surtout pas hésiter à nous contacter par la suite si vous voulez justement rentrer un petit peu plus dans le détail de tout ça pour qu'on puisse évaluer votre projet spécifiquement, votre situation précise et vous aider à trouver des solutions en fonction de tout ça. Euh, donc, Europe, Royaume-Uni, c'est ce qu'on va préconiser le plus, en tout cas pour la rentrée de septembre. Et on va voir aussi d'autres solutions dans un instant, mais qui ne sont pas diplômantes. On va en parler dans un instant. Mais une autre option, en fait, qui est souvent sous-estimée, c'est la rentrée de janvier. Parce que ça n'existe pas trop en France, enfin en tout cas beaucoup moins, donc on n'y pense pas forcément. Mais dans certains pays, c'est la norme. Si vous allez dans l'hémisphère sud, par exemple en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ben, leur rentrée principale, c'est la rentrée de janvier ou de février plutôt. En Amérique du Nord, ben, vous allez avoir plusieurs rentrées chaque année. En fait, tous les trimestres, en gros, il y a une rentrée qui est possible. Et les plus grosses, c'est septembre et janvier en principe. Et donc, voilà, sur ces destinations-là, qui aujourd'hui sont un peu difficiles d'accès pour la rentrée de septembre, notamment pour des raisons administratives avec le visa, mais aussi parce que voilà, on a passé certaines deadlines pour postuler. Euh, Bah, elles redeviennent possibles, ces destinations-là, pour la rentrée de janvier. Même l'Irlande, d'ailleurs, Catherine, je crois que tu proposes des rentrées en janvier. Est-ce que tous les bachelors et les masters sont disponibles en janvier aussi ou... Oui, la plupart, il y en a très Ouais. peu qui ne le sont pas, mais c'est vrai que on a souvent des étudiants qui commencent comment dirais-je, un cursus par défaut un peu, qui font du droit parce qu'ils savent pas quoi faire ou ils font de l'histoire ou je ne sais Mhm. quoi. Et puis au moment de la Toussaint, se rendent compte que c'est pas du tout leur domaine et décrochent. Et donc, la solution de la rentrée de janvier, c'est très appréciable Ouais, pour éviter de perdre une année. Parce que le problème, c'est que si on décroche, après, c'est très difficile de se remettre dans les études. ouais, Et même enfin, à tous les niveaux. Je veux dire, quand on arrête entre le bachelor et le master, replonger dans les études, c'est pas toujours évident. Donc, de laisser un laps de temps où l'étudiant va peut-être se mettre à travailler ou faire quelque chose en attendant la rentrée de septembre, c'est toujours un peu, entre guillemets, dangereux. carrément. Et Euh, puis là où je recommande aussi beaucoup la rentrée de janvier, c'est pour ceux qui peut-être ont un niveau d'anglais qui n'est pas encore optimal. Euh, et dans ces cas-là, ben, vous pouvez quand même rentrer en septembre. En fait, vous pouvez partir en septembre, vous pouvez intégrer une école ou une université pour faire une mise à niveau linguistique, simplement des cours d'anglais, et rattraper le niveau nécessaire pour pouvoir ensuite reprendre les études normales, on va dire, à partir de janvier ou février. Euh, donc, il faut pas forcément croire. Enfin, quand je parle de la rentrée de janvier, parfois les parents me font les gros yeux en disant, mais mon enfant, il va pas se tourner les pouces pendant 3 mois entre septembre et janvier. On a toutes sortes de solutions pour éviter que votre enfant se tourne les pouces pendant 3 mois entre septembre et janvier. Il n'y a pas de souci. Cours d'anglais, stage, bénévolat, expériences diverses et variées. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas du tout l'idée, mais en tout cas, au-delà de ça, ça vous permet aussi peut-être si on s'y prend un peu tard, on n'est pas totalement sûr, notamment sur l'orientation. Catherine, tu parlais des étudiants qui prennent un choix par défaut, par exemple. Bah, parfois, on peut se permettre de prendre un petit peu de temps pour réfléchir, un peu plus de temps pour comparer les options, et du coup, postuler à la rentrée de janvier dans un programme qui vous correspond davantage, en tout cas, on espère. Mais voilà, donc ça, c'est une option. Ou, par exemple, si vous ne pensez pas avoir le niveau requis en anglais,
vous pouvez faire de l'anglais intensif avec nous Oui, pendant le premier semestre et rentrer et être bien à l'aise en janvier pour commencer votre rentrée en janvier. Donc ça, c'est une option aussi, bien sûr. exactement. Exactement. Alors, on va parler maintenant. Donc là, on a regardé un petit peu les programmes diplômants, on va dire. Donc le fait d'intégrer un bachelor ou un master en septembre ou en janvier. Mais il y a aussi d'autres solutions, en fait, qui peuvent peut-être vous correspondre. Euh, une première solution, c'est ce qu'on appelle la préparation universitaire. Dans le monde anglo-saxon, on appelle ça la foundation year pour le post-bac ou le pré-master pour les étudiants qui font ça après une licence. C'est une année d'études en plus qui n'est pas diplômante et qui a pour vocation de vous mettre à niveau à la fois sur le plan linguistique, éventuellement aussi sur le plan académique. Euh, Là, typiquement, je pense à ceux qui peut-être n'ont pas une note extraordinaire en maths au bac et pour qui visent peut-être derrière de bonnes écoles de commerce ou des bonnes universités scientifiques ou des choses comme ça, et qui du coup ont besoin, par exemple, de remonter cette note-là. Euh, je pense aussi à ceux qui peut-être ont choisi des spécialités plus littéraires et qui finalement se destinent à des études qui ont un élément scientifique ou l'inverse d'ailleurs aussi. Ça permet aussi de tester une matière pendant un an, ce qui peut être pas mal. Vous pourriez faire une foundation en commerce, par exemple, pour voir si c'est vraiment les études de commerce qui vous correspondent. Si c'est le cas, ben, parfait, tant mieux, vous continuez dans ce domaine-là. Et si c'est pas le cas, ben, écoutez, vous n'aurez pas perdu une année, hein. De toute façon, c'est une année, je pense, qui est extrêmement utile à plein de niveaux. Vous revenez bilingue, vous aurez voilà, vécu une expérience incroyable à l'étranger, vous aurez fait de nouveaux amis. Euh, Quoi qu'il se passe, c'est une année qui, à mon sens, est très productive. Euh, mais à la base, si on fait une année de préparation, que ce soit au niveau post-bac ou master, c'est pour vous ouvrir plus d'opportunités l'année suivante dans le paysage universitaire, en fait. Donc, pour illustrer ça, vous avez, Catherine, il me semble que tu peux proposer une Oui. foundation year. Alors, je vais juste reprendre Marc Vas-y. sur une chose, c'est qu'en fait, nous acceptons les étudiants qui ont raté le bac, en fait. Et The Foundation Year correspond à, vous autorise, si vous n'avez pas le baccalauréat, à intégrer Griffith et puis une ou deux autres écoles, universités en Irlande, et continuer dans un cycle universitaire. J'ai beaucoup d'étudiants qui sont souvent en échec scolaire en France et qui ont du mal à reprendre, qui ne veulent pas repiquer, qui ne veulent pas repasser le bac parce que pour des tas de raisons. Et donc, ce Foundation Year, c'est vraiment une bouée de sauvetage qui, à mon sens, est extrêmement gratifiante. Parce que les cours sont allégés, il y a très peu de, enfin, j'exagère, très peu de cours, non, il y a des cours mathématiques, business, informatique, etc. Anglais, bien évidemment, parce on accepte les étudiants avec un niveau très léger en anglais, mais surtout, on va vous apprendre à travailler. Encore une fois, si j'avais un reproche à faire à l'université en France ou l'école en général, l'éducation, on ne vous apprend pas à travailler. C'est-à-dire à lire un texte, en tirer la moelle, enfin, et à faire des résumés, etc. Donc ça, c'est très, très important et on vous apprend vraiment à travailler, à pas perdre votre temps et pour que vous soyez vraiment, que vous ayez une réussite au niveau universitaire lorsque vous serez en université. Et on vous apprend également à faire des choses toutes bêtes comme presentation skills, comment vous présenter, comment être à l'aise quand vous vous présentez, etc. Des choses qui vraiment vont vous aider non seulement dans votre cycle universitaire, mais ensuite, par la suite, quand vous allez commencer à travailler. Donc, la foundation year, c'est très bien pour un étudiant qui a raté son bac et qui ne veut pas repiquer. C'est très bien également pour quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'il souhaite faire et qui veut améliorer son anglais et améliorer comme disait Marc, certaines matières avant d'intégrer le milieu universitaire. Donc c'est bien, ce sont des tout petits groupes, donc c'est vraiment
c'est une façon, comment dirais-je, soft de passer de la vie scolaire à la vie universitaire. Et donc là, à Griffith, ça se fait à Cork. Cork, c'est une ville très, très sympathique. Beaucoup d'étudiants disent, ah non, nous, on veut Dublin parce que c'est la capitale. J'ai une fille qui habitait à Dublin et qui maintenant habite à Cork. Et ses enfants, enfin mes petits-enfants me disent, oh là, jamais on retournerait à Dublin parce que Cork, c'est vraiment... Donc, c'est vraiment une ville extrêmement sympathique et agréable à vivre qu'on peut faire à pied, enfin, qui est très, très safe, très sûr. Euh, quand on est parent et qu'on envoie ses enfants pour la première fois à l'étranger, on est toujours un peu inquiet. Est-ce que ça va être, est-ce que l'environnement est sûr? Est-ce que si, est-ce que ça? Là, vous pouvez, envoyer vos enfants les yeux fermés. Top. Et alors, Alors, pardon, vas-y. ah, vas-y, bah donc, écoute. Bah, après, j'ai un autre slide avec ta gap year à toi, Catherine, Ah si tu d'accord, veux. excuse-moi, alors vas-y. Mais une autre solution, du coup, pour partir dès maintenant à l'étranger, c'est de faire ce qu'on appelle une année de césure, gap year. Alors, l'année de césure, ça fait beaucoup sourciller parfois, ou ça peut faire peur parce qu'on a encore une fois cette image que son enfant va partir en Thaïlande nager avec des dauphins pendant un an. Ce qui peut lui faire du bien d'ailleurs, hein. C'est pas forcément une mauvaise idée, mais c'est pas l'objectif en tout cas ici. C'est pas ce qu'on promeut. On parle vraiment d'une année de césure académique, d'accord? Donc il s'agit de partir dans un cadre académique, dans une université par exemple, mais de pas avoir la pression en fait d'examen ou de niveau d'anglais d'ailleurs ou des choses comme ça. On peut intégrer une année de césure quel que soit son niveau d'anglais aujourd'hui, quel que soit son niveau académique. Et l'idée, c'est de pouvoir, ben, évidemment, déjà s'améliorer en anglais et donc de terminer son année en revenant bilingue, c'est l'objectif. Et aussi, en fait, il y a une flexibilité presque totale sur le choix des matières académiques que vous pouvez suivre sur place quand vous faites une année de césure. Donc, vous pouvez, par exemple, prendre un cours en design graphique et puis prendre un autre cours en informatique, pourquoi pas un autre cours en journalisme, et ainsi comparer les différentes matières, le tout en immersion. C'est ça qui est très chouette aussi. C'est-à-dire que si vous êtes sur un campus universitaire avec ben, des étudiants qui viennent du monde entier, et puis notamment les étudiants locaux, et les cours que vous suivez, ben, les cours d'anglais forcément, c'est avec d'autres étudiants étrangers, mais les cours académiques que vous suivez, ben, vous le faites avec les étudiants locaux, et ça c'est vraiment voilà, une expérience chouette, qui est bien si vous hésitez peut-être sur l'orientation pour l'année prochaine, parce que ça arrive et c'est normal, et il faut pas avoir peur de ça ou trop s'inquiéter par rapport à ça. C'est pas grave d'avoir passé son bac et de pas savoir encore ce qu'on souhaite faire réellement l'année prochaine. En fait, parfois, on a juste besoin d'un petit peu plus de temps pour y réfléchir. Et donc, l'idée, c'est de vous mettre en condition pour que vous puissiez ben, poursuivre un petit peu cette réflexion-là en sécurité, dans un cadre euh, où vous vous sentez bien, où vous avez la possibilité d'essayer différentes choses. Et puis ensuite, voilà, vous pouvez prendre votre décision mûrie, on va dire. C'est bien aussi pour les étudiants qui sont peut-être un peu jeunes, ceux qui passent le bac à 16 ou même 17 ans, en fait. Parce que quand vous allez à l'université derrière, euh, bah, elles sont pas vraiment conçues pour faciliter la vie des mineurs, en fait. Enfin, elles vont se dédouaner un petit peu de toute responsabilité. Ça les effraie un petit peu de devoir s'occuper d'un enfant, entre guillemets. Donc, euh, voilà, vous allez peut-être pas pouvoir participer à toutes les activités. Vous ne pourrez pas suivre vos copains, copines quand ils sortent dans les bars ou dans les boîtes de nuit ou des choses comme ça. Ça peut être frustrant quand on part à l'université, qu'on est un peu jeune. Donc, le fait d'avoir une année transitoire comme ça, qui peut être cette année de césure ou la préparation dont on vient de parler à l'instant. La préparation, à la différence de l'année de césure, est un peu plus, bah, vous avez des examens, c'est un petit peu plus structuré, on va dire, au niveau de l'approche. Et puis, il y a déjà un objectif de spécialisation. Vous allez choisir une filière, par exemple, business ou scientifique, ce qui n'est pas forcément le cas avec l'année de césure. Et donc, la Gapier, ben, Griffith College la propose aussi, elle est très chouette. Alors oui, nous la proposons effectivement, comme disait Marc, pour des étudiants
qui ne savent vraiment pas ce qu'ils souhaitent faire et ça arrive plus qu'on ne pense et je trouve que bah, je suis une vieille dame donc dans le monde dans lequel on vit, c'est pas du tout le monde dans lequel j'ai vécu lorsque j'étais jeune et c'est vrai que les enfants sont maintenant soumis à des pressions qui sont extrêmement, enfin je trouve ça très stressant en fait parce qu'on leur demande qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous allez faire parce qu'il y a du chômage, il y a ci, il y a ça, etc. Et c'est vraiment, je trouve que c'est extrêmement angoissant d'avoir 17 18 ans de nos jours. Et je n'excuse pas, non, je dis pas, il faut pas que l'étudiant ne fasse rien, mais de mettre cette pression, je trouve que c'est pas forcément toujours positif. Et donc les enfants, les étudiants, effectivement, entrent dans des parcours, comme je disais, parce que pour faire plaisir à leurs parents ou parce que enfin, les filles souvent c'est pour faire plaisir aux parents, les garçons c'est là où ils auront le moins à travailler souvent. Mais en tout cas, ils ne choisissent pas forcément quelque chose qui leur plaise et ils se décrochent effectivement au moment de la Toussaint, enfin avant de reprendre après la Toussaint. Et donc nous avions mis en place il y a plus de 20 ans ce gap year parce que je rencontrais beaucoup d'étudiants effectivement qui ne savaient pas du tout. Et contrairement à ce qu'a dit Marc, nous exigeons un minimum d'anglais parce que les étudiants vont choisir des modules, vont être en cours avec nos étudiants. Donc, ils vont suivre un cours de marketing ou un cours de journalisme, etc. Mais ils devront donc avoir un niveau d'anglais correct pour pouvoir suivre les matières. En revanche, ils peuvent, comme disait Marc, choisir faire un peu de journalisme, faire un peu de droit, faire un peu d'informatique et se dire, ah bah tiens, en fait, ça me plaît énormément. Ils ont 4 modules au premier semestre et 4 modules au deuxième semestre. Alors, ce n'est pas évidemment diplômant, puisque s'ils prennent des modules dans différentes facultés, évidemment, ça ne peut pas être diplômant. Mais ils peuvent, par exemple, faire un semestre de gap le premier semestre et puis se dire, ah mais alors j'ai trouvé ma passion, c'est le journalisme, et en janvier, commencer le journalisme. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est vraiment pour aider l'étudiant. Mais c'est un gap que je trouve bien parce que, comme disait effectivement Marc, un étudiant qui part travailler même, ou faire de l'humanitaire, ce qui est très très bien, hein, c'est pas du tout, mais quelquefois rentrer dans les bouquins, se remettre à étudier, c'est pas toujours facile. Donc nous, on voulait une année de gap, de césure, mais une année construite, une année qui apporte quelque chose. Et c'est vrai que les étudiants qui, lorsque ils ont fait cette année, ils ont profité de l'environnement universitaire, ils ont appris à se débrouiller, ils ont appris, donc c'est vraiment une année qui leur apporte énormément. Donc ça, pour moi, le gapier, c'est peut-être pour un enfant qui a déjà l'habitude de se prendre en main, contrairement à la foundation year, où là, il faut des examens ou des très suivis. Gap year, l'étudiant, s'il n'a pas envie d'aller en cours, on va pas forcément aller le chercher. Donc, c'est pour un étudiant qui est quand même responsable. Enfin, au bout de 3 absences, on va lui dire, bon, on va lui demander pourquoi il n'était pas là, mais disons qu'il faut déjà qu'il ait un minimum de self-control et qu'il apprenne à se maîtriser. Donc, si c'est un étudiant sérieux, je trouve que les gap years, ça vaut vraiment la peine. Encore une fois, on a modulé, c'est-à-dire que l'étudiant qui a un bon niveau d'anglais peut faire 4 modules. Un étudiant qui a un moins bon niveau peut faire 2 modules et de l'anglais intensif. Donc, on a vraiment toutes les solutions pour aider au maximum l'étudiant à intégrer le cursus universitaire. En fait, même nos cours d'anglais, c'est English for Academic Purposes. On fait tout pour un étudiant qui veut étudier en langue anglaise. Tout est tourné vers le côté académique et le côté universitaire. Donc, quel que soit le programme que vous choisissiez, vous serez dans un milieu universitaire et vous serez préparé à votre à votre prochaine vie, c'est-à-dire le monde universitaire. Merci Catherine. On va arriver tranquillement au bout de notre webinaire. Mais une question forcément importante, c'est de savoir comment on s'organise du coup, si on veut partir en last minute, on va dire. Quel serait votre rétro-planning? Si on parle de la rentrée de septembre, bah du coup, c'est le moment, quoi. Faut y aller.
Let's go. Donc en juillet, c'est le moment, enfin entre juillet, oui, enfin oui, si, en juillet, c'est le moment de définir clairement le projet, d'établir, ben, OK, quelles écoles pourraient être intéressantes, quels programmes. On peut comparer différentes choses, prendre le temps, enfin en tout cas sans avoir le couteau sous la gorge, hein, mais voilà, il faut prendre le temps en avançant quand même, mais pour comparer différentes choses. En juillet et août, du coup, ben, typiquement, on candidate et les réponses se font rapidement à ce stade de l'année, hein. Les universités, souvent, sont en train de boucler un petit peu les effectifs. Donc, quand on postule, c'est pas rare d'avoir une réponse sous quelques jours, en fait, ou même parfois dans la journée, pour certaines universités. Donc ça peut aller vraiment très vite. Euh, En Europe, ben voilà, il y a pas de visa, hein, mais c'est vrai que si jamais on envisageait par exemple le Royaume-Uni pour la rentrée de septembre, il faut quand même intégrer cet élément administratif à la réflexion et ça peut prendre quand même quelques semaines. Donc c'est bien d'anticiper. Euh, Mais bon, après, sur toutes les questions liées, par exemple, au logement ou à l'assurance, enfin, vous êtes accompagné, en tout cas, si vous passez par Studi Expérience, ça fait partie des choses sur lesquelles on vous accompagnons et voilà, on s'assure que vous puissiez partir dans de bonnes conditions. Vous n'allez pas dormir sous un pont quelque part au fin fond de l'Écosse. Vous serez dans un environnement sécure qui vous convient et donc voilà, il ne faut pas avoir d'inquiétude par rapport à ça et c'est encore tout à fait faisable du coup pour la rentrée de septembre à condition quand même de nous contacter assez rapidement si c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Pour janvier, on a plus de temps. On n'a pas besoin de se précipiter. On peut voilà, vraiment prendre un petit peu plus de temps pour définir votre projet, candidater tranquillement. Euh, Sachant que dans ces cas-là, enfin pour la rentrée de janvier, typiquement, c'est en septembre-octobre, on va dire que les choses se concrétisent, que les offres universitaires, vous allez les recevoir. Vous allez pouvoir du coup planifier votre départ en fonction. Billets d'avion, visa, logement et compagnie. Encore une fois, c'est des choses, des sujets sur lesquels on a l'habitude d'accompagner les étudiants. Donc c'est voilà, l'idée c'est que ce soit pas quelque chose de stressant. L'objectif de ce webinaire, c'était pas forcément de vous mettre la pression en disant faut y aller, plutôt de vous rassurer sur le fait qu'il existe des solutions. On peut vous proposer et puis voilà, on est équipé de nous de notre côté pour pouvoir vous aider à organiser ça sereinement avec un minimum de stress. C'est en tout cas l'objectif qu'on se donne. Donc voilà, donc si c'est quelque chose auquel vous pensez, vous pouvez vous inscrire à l'étranger. Ben, nous, on vous contacte, on vous suggère de nous contacter à cette adresse, l'adresse info@studiexperience qui s'affiche. Vous pouvez nous écrire, on vous répond en principe sous 24 heures. Vous aurez la possibilité d'échanger avec un conseiller et du coup de lui poser ben, toutes vos questions, lui présenter votre dossier académique, vos, vos conditions, vos impératifs, vos envies, vos objectifs. Et en fonction de tout ça, ben, on va vous aider à mettre ce projet-là au clair. Et puis on pourra voilà, vraiment vous prendre en main pour vous accompagner de A à Z, donc jusqu'à votre installation sur place et puis même au-delà, puisqu'on reste disponible pour vérifier que tout se passe bien, éventuellement intervenir si jamais il y avait un souci sur place ou autre. Donc voilà, donc on arrive au bout de la présentation. Je vous remercie d'être resté au bout, surtout dans cette chaleur. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais même peut-être arrêter l'enregistrement pour vous permettre, pour ceux qui le souhaitent, de poser leurs questions. Hop.